Alors, je comprends pas. Ah oui, voilà. C'est de la musique, on va peut-être laisser un petit peu là, en train de baisser. Voilà. Alors c'est parti, bonjour à tous. Merci à tous d'être ici pour cette balade littéraire aujourd'hui. Merci également à Rifision, donc une chaîne de télévision Rifen qui retransmet en direct sur sa page Facebook l'événement, à Zoul, à tous, ceux qui nous regardent de très loin. Et merci à vous d'être ici. Aujourd'hui, nous sommes réunis à Château-Morange pour parler d'Abdelkrim Al-Khattabi, de ce roman, plus précisément, Abdelkrim ou la clé des mondes, qui retrace, qui se base sur des faits historiques, à savoir l'arrivée d'Abdelkrim Al-Khattabi à Château-Morange. Donc ce n'est pas un livre historique, hein, c'est une fiction. Aujourd'hui est un jour anniversaire puisque le 10 octobre marque l'arrivée d'Abdelkrim Al-Khattabi à Château-Morange. Alors je vais d'abord vous parler de ce livre. Avant de l'écrire, moi je ne connaissais pas Abdelkrim Al-Khattabi. Je l'ai rencontré grâce à Agatha Christie, qui peut paraître un peu étrange. En fait, j'étais partie sur l'idée d'écrire quelque chose sur Agatha Christie. Alors je ne sais pas si vous savez, Agatha Christie, dans sa vraie vie, elle a disparu mystérieusement pendant 12 jours. Et on n'a jamais su ce qu'elle avait fait pendant ces 12 jours. Elle a disparu, on a retrouvé son manteau de fourrure au bord d'un lac et sa voiture garée un peu plus loin. Et quand on l'a retrouvée 12 jours plus tard dans un hôtel, elle a prétendu ne jamais savoir ce qu'elle avait fait. Des années plus tard, après sa mort, comme elle avait le sens du suspense, on a retrouvé dans ses affaires un petit mot qui disait « Le secret de ma disparition se trouve au Pera Palace ». Alors le Pera Palace, c'est un hôtel qui se trouve à Istanbul. Agatha Christie voyageait beaucoup et des personnes se sont rendues dans cette chambre d'hôtel pour savoir quel était le secret de sa disparition. Et ils ont dû bien démonter la chambre, hein, puisqu'ils ont trouvé quelque chose sur le plancher et ils ont trouvé une clé. Et on n'a jamais su à quoi servait cette clé. Et donc moi j'étais partie de cette histoire-là en me disant que j'aimerais bien la rattacher à La Réunion. Je me suis dit une clé, pourquoi ne pas imaginer une clé un peu magique qui ouvrirait une porte sur l'île de La Réunion. Donc à partir de là, j'ai cherché un événement qui se déroulait en 1926 à l'île de La Réunion, puisqu'Agatha Christie a disparu en 1926. Et c'est là que j'ai découvert cette personne extraordinaire, Abdelkrim Al-Khattabi, qui a donc été en exil à La Réunion. Alors Abdelkrim Al-Khattabi, c'est le chef d'une révolution, enfin je ne sais pas si on peut dire comme ça. Il a proclamé la République du Rif. Le Rif, c'est une région qui se trouve géographiquement dans le Maroc. Voilà, et il a estimé que le Rif pouvait être indépendant et il a proclamé cette république. À l'époque, le Rif était sous protectorat espagnol et français. Donc il y a eu des batailles, une guerre, et il a fini par être exilé ici à La Réunion. Alors quand il arrive, il n'est pas seul. Ils sont exactement 21. Donc il y a sa famille, ses proches, ses serviteurs, et 21 et même 22 à l'arrivée au château, puisqu'il y a un enfant de la famille qui va naître dans le train qui ramènera les proches d'Abdelkrim Al-Khattabi à Château-Morange. Donc au niveau de la Grande Chaloupe précisément, puisqu'ils sont arrivés au port de la rivière des Galets. Et la famille et les proches ont pris le train jusqu'à la gare de Saint-Denis. Et Abdelkrim, lui, a été emmené directement en voiture par la route de la montagne, hein, puisqu'à l'époque, pas de route du littoral, jusqu'à Château-Morange. Alors moi, il me semblait intéressant quand même de confronter ces deux personnages, Abdelkrim et Agatha Christie, puisqu'ils vont se rencontrer ici à Château-Morange, puisque chacun à leur manière, ils ont vécu des histoires fortes, c'était des personnes de conviction. Voilà, donc le roman commence sur cette arrivée au port de la Pointe des Galets, et donc nous allons lire un extrait. Evelyne va nous lire l'extrait de cette arrivée au port de la Pointe des Galets. Octobre 1926, île de la Réunion.
Le voilà, l'exilé. Le cri fend l'air brûlant de la rade de la pointe des galets. D'où a-t-il jailli? D'un anonyme au milieu de la foule massée au bord de la mer. À l'horizon, un navire grossit, crachant sa vapeur sur les nuages bas, dans une arrivée de brume et d'averses. Sur le port, puant le poisson, les esprits des disparus rôdent, frôlent les vivants, soufflent sur leurs visages. Quelque chose se trame ici, quelque chose viendra. Cet homme sur le navire, à cause de lui, la porte des mondes se rouvrira, les esprits le savent. Le bateau accoste le quai. Une marée humaine se précipite, martèle le ponton de centaines de coups de talon, creusant au passage le bois mouillé d'embrun. L'impatience émousse les nerfs. Abdelkrim, le hors-la-loi, le féroce, le banni, bientôt à la proue de l'amiral Pierre. À quoi ressemble-t-il? On dit de lui qu'il n'a aucune miséricorde, que ses yeux sont lave en fusion, que sa voix claque comme le tonnerre dans les hauts de l'île. Il est une mauvaise âme. Il ne faudra plus rentrer chez soi après minuit, sinon y aller à reculons pour conjurer le sort. Sans attendre l'amarrage, la haine se déploie et saute de bouche en bouche avant de se loger dans les poings serrés. On maudit Abdelkrim, on lui promet l'abîme. Trop de sang français et créole a coulé dans les vallées du Rif. Ce sang empoisonne le sol marocain, déborde du cœur des survivants, tue à petit feu les mères qui ont perdu un fils. L'époque meurtrière a souillé les âmes. Abdelkrim, le raïs, s'est dressé contre les colonies. Il a jeté son armée sur celle d'Espagne et de France, et depuis, le chaos ravage le Maroc. Un homme estimable livre-t-il ses terres à l'horreur de la guerre? Traître! Comment appeler autrement celui qui renie sa propre administration? Aujourd'hui, l'infidèle traîne son déshonneur jusqu'ici. L'amertume gonfle sur le port. Et le navire approche. Sous les ombrelles, dans leurs claires toilettes, les dames de la bonne société s'exclament, une main délicate pressée contre la gorge. Une brise de mer se lève, les rubans des chapeaux ondulent devant les visages fébriles. Les hommes se crispent face au paquebot, les yeux réduits à 2 fentes d'obsidienne. Ils cracheront leur mépris à la gueule de ce banni qui ose salir leur terre, cet animal. Ils cracheront par terre même. Ils le recracheront tout entier. Le point d'impact, la collision de 2 mondes, surgit des brumes sous la forme d'un navire. Les marins jettent l'ancre et balancent les cordages de chanvre par-dessus bord. À quai, les lamaneurs les nouent aux anneaux d'amarrage. Enfin, sur le pont, les passagers apparaissent. Parmi eux, Abdelkrim, l'exilé. Merci Evelyne. Alors vous le voyez en fait, quand Abdelkrim Al-Khattabi arrive à La Réunion, la population de manière générale a une très mauvaise opinion de lui, hein. Il est considéré comme un rebelle, un guerrier, mais très vite l'opinion va changer, va vraiment se retourner en sa faveur. Donc Abdelkrim arrive donc à Château-Morange, donc ici. À l'époque, par là il doit y avoir une fontaine, et à l'époque c'est un terrain de 7 hectares. Alors 7 hectares, de ce côté-là, il n'y avait pas évidemment les immeubles, hein, ça continuait là. Pour ceux qui connaissent un petit peu vers le laboratoire d'analyse médicale, tout au bout de la rue. Ça durait, le terrain était à peu près jusqu'à là-bas. Il y avait des arbres fruitiers, des bananiers, des pieds de litchi, des manguiers. Il arrive dans cette prison dorée, si on peut dire, puisqu'il est en résidence surveillée. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de sortir. Il aura bientôt le droit, mais il sera quand même gardé avec des gardes à l'entrée des grilles. Donc je dis des grilles parce qu'à cette entrée-là, il y avait aussi autrefois une entrée de ce côté-là, et nous irons tout à l'heure. Et quand il arrive, il est accueilli par le lieutenant Vérine en personne. Alors on le connaît un petit peu ici parce qu'il a laissé son nom notamment à une caserne de gendarmerie à Saint-Denis. Et donc c'est lui qui accueille Abdelkrim.
Et donc là, nous allons lire le deuxième texte. Donc c'est Frédéric qui nous lit. Un planton, vêtu d'un casque colonial et d'une pèlerine d'hiver qui le fait suer à grosses gouttes, ouvre la grille. Pourquoi cet uniforme avec cette chaleur, interroge Abdelkrim. L'homme se rengorge. Les gendarmes de Paris portent la même. Le Marocain n'insiste pas. Les tenues parisiennes, quelle importance. Il a décidé de barricader son cœur à toute notion d'intérêt, d'affection et même d'amour. À toute émotion susceptible de le désarmer, car rien ne doit le retenir dans la vulnérabilité. Barricader son cœur, c'est se protéger de la douleur. Désormais, il restera indifférent, glacial, analytique. Explorant son environnement pour s'y adapter, se jouant des remparts, évitant les impasses, des murs blancs pour l'enfermer dans un écrin vert, des angles droits, nets, contre un désordre végétal. Familière la bananeraie, voici les papayers. Est-ce un calebassier là-bas? Dans son pays, les femmes récupèrent les coques, et vidées, elles servent de récipient. Une berbère ondoie dans la mémoire de l'exilé une calebasse sur la tête. Puis, l'image s'estompe. Comment appelle-t-on ces petits fruits rougissants, ronds, serrés en grappes sur leurs branches? Ce sont des litchis, informe une voix derrière lui. Le riffin se retourne. Un militaire lui sourit. Je me présente, lieutenant Jean Vérine. Il accompagne ces mots d'une légère inclination du buste. Marchons, s'il vous plaît. Vous connaissez ma langue? Oui, j'ai été un temps en poste en Afrique du Nord. L'un de ses yeux est figé, séquelle de la guerre de 14-18. Abdelkrim écoute, lutte contre lui-même, nie l'emprise du domaine, refuse de s'attacher à cet endroit qui, dès l'ouverture de la grille, est devenu sa prison. Un refuge peut-être. Abdelkrim se sent soudain en sécurité. Après les remous au Maroc, les troubles et les massacres, le cachot, les geôles françaises, l'interminable traversée sur des mers instables, le voici au bout du chemin. Votre voyage s'est-il bien déroulé, reprend poliment le lieutenant. Oui, je vous remercie. Je suis chargé de contrôler votre séjour dans l'île. J'espère que nous n'aurons pas de soucis avec vous. Non, après ma reddition, la France m'a offert l'Aman, sa protection. Je me dois de tenir cet engagement. En lui-même, il conjure sa propre affirmation. Je le respecterai jusqu'à un certain point, car ma promesse de servir mon pays est supérieure, la plus forte d'entre toutes. Merci Frédéric. Quand Abdelkrim Al-Khattabi arrive ici à Château-Morange, c'est un vaste domaine, je l'ai dit, de 7 hectares. Il n'y a que des marais et des champs de canne tout autour. C'est une époque où le choléra sévit dans la région. Alors là, j'ai une vue aérienne. Alors bien sûr, elle ne date pas de 1926, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vues aériennes de Château-Morange. Alors c'est entre 1940 et 1960. Donc on voit effectivement que là, il n'y a que des marais et des champs de canne. Donc l'entrée où nous sommes est ici. Nous sommes là exactement. Là, je vais me rapprocher un petit peu pour qu'on voit. Nous sommes là. Donc tout ça là, voilà, le domaine allait jusque là. Voilà, mais du coup il y a eu un vrai travail de réhabilitation qui a été mené à Château-Morange, puisqu'avant, pour ceux qui connaissent, juste devant cette entrée, il y avait des immeubles aussi qui du coup ont été abattus il y a quelques années pour redonner justement une place à cette entrée de Château-Morange, et le château lui-même a été réhabilité après de nombreux mois de travaux au plus proche de ce qu'il était au départ. Là maintenant nous allons aller à la deuxième station de notre petite balade, donc c'est l'entrée à gauche. Hop.
parce qu'il y avait plusieurs entrées en fait à Châteaumorange. On va aller plus là-bas, vraiment sur l'entrée. Alors ici nous sommes dans l'entrée qui est appelée l'entrée d'apparat, c'est-à-dire que c'était l'entrée principale du domaine. C'est là où tous les invités prestigieux de marque arrivaient. Là c'est l'entrée ordinaire si je puis dire, et là c'était l'entrée par laquelle les invités de marque venaient. Donc évidemment il n'y avait pas d'immeuble en face, le terrain continuait beaucoup plus loin, il y avait une longue allée et les personnalités importantes arrivaient par là. Et bientôt Abdelkrim Al-Khattabi a eu l'autorisation de recevoir des invités au château Morange. Donc il invitait beaucoup de personnes, il aimait beaucoup recevoir, rencontrer, apprendre et connaître aussi la Réunion. Il avait vraiment à cœur de connaître la Réunion. Et donc il recevait surtout des personnes de confessions différentes. Lui était musulman, il recevait des catholiques, des protestants, des athées aussi. D'ailleurs, on dit qu'Abdelkrim Al-Khattabi a été à l'origine du dialogue interreligieux à La Réunion, modèle que le monde entier nous envie, sans chauvinisme. Voilà, et on dit que vraiment c'est lui qui a marqué ce dialogue interreligieux. Alors, on va lire un extrait où Abdelkrim reçoit ses premiers invités. Donc, dans mon roman, j'imagine vraiment que c'est le début, il est encore dans la déchirure de l'exil, même si je pense qu'il a été tout au long de son séjour à La Réunion, qui a été très long. Donc, c'est Frédéric qui va nous dire. Souhaitez-vous encore un thé ? Volontiers répondent très cérémonieusement les visiteurs, tandis qu'une servante s'empresse de déposer les tasses fumantes sur la table. L'un des invités applaudit. Délicieux. Abdelkrim dissimule son mépris. Les voici au cirque, l'observant avec une fausse gentillesse, flattant l'animal, mais le considérant inférieur, n'oubliant pas qu'il est un fauve et qu'à la moindre morsure, ils le renverront en cage. Oui, applaudissez. Le spécimen docile et dompté courbe l'échine pour recevoir les caresses. Personne ne leur a donc appris qu'il était impossible d'apprivoiser un lion, qu'il rentre volontiers ses crocs dans l'espoir d'obtenir une faveur en retour. Abdelkrim soupire. Qui sait les ombres cachées dans le cœur des hommes? Les cris tambourinent à sa gorge, étouffés par habitude, camouflés dans une façade polie. Et par-dessus les tasses de thé à la menthe, les regards se jaugent. Abdelkrim enferme ses sentiments. L'exil, c'est aussi une prison intérieure, l'isolement des émotions, l'écrasement des instincts les plus bruts. C'est perdre la guerre sans arrêt. L'espoir a fui, le laissant désarmé, et les souvenirs hantent son âme en sourdine. La nuit favorise leur attaque. Le banni largue les amarres, tangue sur sa couche, bateau fou, rêvant d'appareiller pour l'Afrique. Dans les ténèbres des fonds de cale, il pleure sur le soleil suspendu au-dessus de l'Atlas.
Et encore, Temnassam et les cavaliers sur la colline. Le Rifin secoue la tête, se raccroche à la discussion. Les invités discourent sur le peuplement, en viennent au déracinement. Indiens, Chinois, Africains, Malgaches, débarqués à la Réunion contre leur gré ou pour y chercher fortune, souvent sans la trouver. Malgré leurs différences qui les amènent parfois à se quereller, les similitudes sont nombreuses. L'exil, par exemple, la déchirure, l'envie de tout recommencer ailleurs sans jamais oublier les origines, rêvant du pays des ancêtres. Quelle tragédie, murmure Abdelkrim. Ses interlocuteurs hochent la tête, une lueur de compassion dans le regard. Nous comprenons votre situation, car nous sommes tous des émigrés, et nos aïeux ont été privés de liberté. Vraiment, enrage intérieurement le Rifin, perçois-tu ma douleur? Approuves-tu ce que l'on m'a fait? Couper les fils qui me maintenaient en vie? Depuis, j'essaye de tenir debout. Tu tolères sûrement cela puisque tu souffles sur ton thé chaud au lieu de m'aider à fuir. Comprends-tu réellement, toi qui retrouveras dans quelques instants la douceur de ton foyer, celui que tes aïeux ont espéré pour toi? Abdelkrim sourit encore, à en souffrir, raccompagnant ensuite 2 de ses invités jusqu'à la grille, la porte close de son monde. Clac. Merci Frédéric. Alors maintenant, je vous présente Az. Az, je l'ai rencontré il y a 1 heure, ici, à Château-Morange. Et Az a un lien avec Abdelkrim, donc il va nous expliquer, et puis il va lire un extrait de texte, et puis traduire une chanson en français sur le thème de l'exil. Salutations. Merci d'être venu et merci pour l'écoute. Baba en arabe, ça veut dire papa. J'ai rencontré le mien qui a un lien très fort avec ce grand-père, à tous. Je pense qu'il y a beaucoup de Réunionnais qui ont du sang d'Abdelkrim. C'est une forme de lignée. Moi, je suis un sculpteur d'oralité et je vais donc offrir, en premier lieu, le début de cette chanson. Tout le monde la connaît, je crois. Yaraya, qui signifie donc « Ô émigrant ». Ô émigrant, où vas-tu? Finalement, tu dois revenir. Combien de gens ignorants ont regretté cela avant toi et moi? Combien de pays surpeuplés et de terres vides as-tu vu? Combien de temps as-tu perdu? Combien en as-tu encore à perdre? Ô émigré dans le pays des autres, sais-tu seulement ce qui se passe? Le destin et le temps suivant leur cours, mais tu l'ignores. Ô émigrant, où vas-tu? Finalement, tu dois revenir. Combien de gens ignorants ont regretté cela avant toi ou moi? Pourquoi ton cœur est si triste? Et pourquoi restes-tu là, misérable? Les difficultés prendront fin et tu n'as plus à apprendre ou construire quoi que ce soit. Les jours ne durent pas, tout comme ta jeunesse et la mienne. Ô pauvre garçon qui a raté sa chance, telle que j'ai manqué la mienne. Ô émigrant, où vas-tu? Finalement, tu dois revenir. Combien de gens ignorants ont regretté cela avant toi et moi? Ô voyageur, je te donne un conseil à suivre tout de suite. Vois ce qui est dans ton intérêt avant que tu ne vendes ou achètes. Ô dormeur, tes nouvelles me parvenaient et ce qui t'est arrivé m'est arrivé. Ainsi le cœur revient à son créateur le plus grand. Lorsque je rencontre Baba et qu'il me parle d'Abdelkrim, il me parle de cette chanson. Et il me dit, sais-tu ce que cela fait que d'être enfermé dans un pays qui ne sera jamais le tien? Maintenant, je passe à la lecture du texte. C'est un sentier non empierré,
livré aux éléments. Un sentier enseveli sous la végétation rampante. Un sentier fragile, parfois crevé de pluie dense. Une cicatrice, une blessure presque invisible au cœur de la beauté. Abdelkrim découvre ce chemin abandonné, au détour d'une côte abrupte qui relie le château à la rivière. L'emprunter, ce serait le rouvrir, le dénuder. S'il marchait dessus, la piste redeviendrait tangible. S'il marchait dessus, sa présence serait révélée. Or, Abdelkrim va là où personne ne doit le rejoindre. Car cet espace et ces temps sont les siens. Il les tord, il les distend selon ses envies. Ici, au milieu de la forêt, il peut déposer les armes, s'oublier, ou se retrouver, ou rêver. Il chevauche un étalon nerveux et galope. L'herbe ploie sous les sabots, se dissout dans le néant pour laisser place à des immensités de sable. Le domaine s'estompe, les djinns se relèvent. « Ya !» crie l'homme prisonnier de ses chimères, tenant en bride un animal imaginaire, combattant les arbres et les tombes, piétinant la végétation haute et humide, ou naviguant sur les mers d'enfance, lames de fond ineffiées depuis longtemps. Aveugle à son environnement, les yeux ouverts sur le monde perdu. 1921, Maroc. Le jeune soldat court essoufflé, couvert de poussière sous les obus, dans le vacarme des explosions et l'odeur de la poudre à canon. Un camion saute sur une mine et retombe lourdement, les 4 roues au ciel. Les convois embourbent les morts, tandis que pleuvent les shrapnels. Depuis combien de temps ce jeune soldat file-t-il ainsi, tournant en rond sur les champs de bataille? La peur lui donne une endurance surprenante. Se croyant hors des regards de l'ennemi, il s'arrête enfin pour mettre en joue l'un des Marocains. Dissimulé dans l'air, Abdelkrim, là, dans sa ligne de mire. Il hésite. On n'oublie jamais la première fois qu'on tue, dit-on. La transgression ultime. Ce jour-là, la mort frappe à 2 reprises. Elle emporte la victime et l'innocence du criminel. Indolore pour lui, du moins il le présume. Les sacrifiés ne sont plus que des visages anonymes perdus dans l'enfer des combats. D'un cliquetis de gâchettes, le riz fin chasse les remords qui entravent son geste. C'est la guerre, pas d'autre choix que d'exterminer pour vaincre. Et ce soldat est un régularé, autrement dit un traître, l'un des siens enrôlé par les Espagnols. L'homme tourne soudain la tête vers le tireur embusqué, tellement jeune. Si Abdelkrim approchait, il verrait que son arme pèse lourd. Un enfant perdu dans un conflit dont il n'a pas compris tous les enjeux. Abdelkrim hésite encore. Ce soir, une mère hurlera de chagrin à l'annonce de la mort de son fils, se lacérera le visage à grands coups d'ongles, comme le font les berbères au comble de la douleur. Par sa faute, mais c'est la guerre. Qui est coupable? Il tire, fracassant la poitrine du fantassin qui s'effondre. Il y a une certaine grâce dans sa chute infinie. Le temps s'est désintégré sous l'impact. Le soldat n'en finit pas de tomber, les yeux toujours fixés sur Abdelkrim, stupéfait de mourir presque soulagé. Dors. Maintenant, la guerre est passée. Merci. Merci, on a envie d'applaudir. On peut applaudir. Maintenant, nous allons passer à la 3e station de notre balade. Nous allons aller du côté des dépendances et de l'entrée qui est sur la droite du château Morange. Nous allons passer par l'arrière du château. Donc l'arrière du château qui, avant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le terrain continuait très en amont. Il y avait d'autres dépendances. Il y en avait une tout au fond du terrain, il y en avait une autre là, qui, je suppose, une d'entre elles devait être la dépendance du gendarme et de sa famille qui était chargé de surveiller Abdelkrim. Voilà, donc là nous sommes à l'arrière du château, donc pas d'entrée de ce côté-là, enfin pas d'allée, pas de marche, il y avait juste une petite porte. Voilà. Et donc là on aperçoit ce qui était à l'époque les dépendances. Voilà, on va attendre tout le monde.
Donc là, on aperçoit ce qui était autrefois les dépendances. Alors je vais en reparler, on va se mettre par là. Après, on va aller se mettre après à l'ombre. Je vais me mettre de ce côté, comme ça vous pouvez tous vous mettre à l'ombre, parce qu'aujourd'hui à La Réunion on a un grand soleil, malgré cette saison des pluies. On a de la chance aujourd'hui. Qui ont été refaites récemment, quasiment à l'identique de ce qu'elles étaient à l'origine. Donc il y avait les dépendances des serviteurs. Les serviteurs vivaient à l'extérieur du château. Il y avait aussi, je suppose, la cuisine, puisque on le sait, La Réunion, les cuisines avant étaient à l'extérieur du domaine. C'était aussi le cas ici. Donc voilà, donc c'était de ce côté-là. Il y avait également une écurie qui devait se trouver peut-être plus là-bas. Dans mon roman, j'ai imaginé une séance de spiritisme avec mes personnages, donc avec Abdelkrim, avec Agatha, puisque dans ce roman, ils doivent suivre une énigme policière, puisque Agatha Christie, et on a un formidable lieu de huis clos à l'Agatha Christie, qui est Château-Morange. Donc on va lire un extrait du texte de cette séance de spiritisme à travers le regard d'Agatha Christie, puisque dans mon roman il y a deux narrateurs, ce qu'on appelle un narrateur omniscient, qui voit tout, qui parle à la troisième personne, et Agatha Christie qui parle en jeu. Et c'est donc Evelyne qui va nous lire cet extrait. Esprit, m'entendez-vous? Hurle mou d'une voix sépulcrale. Abdelkrim manque de défaillir. Tu es fou? Tu vas les effrayer. Mohamed réprime un rire. Abdelkrim n'apprécie que les ennemis en chair et en os. L'inexplicable le terrorise, mais il se refuse à l'avouer, trop fier. L'aîné m'avait confié que jadis, lorsque les ombres du soir s'étendaient sur les dunes d'argile et de schiste à Adjir, leur village d'enfance, Abdelkrim tremblait, et pas seulement à cause de la fraîcheur sur ses épaules. Lui revenaient en mémoire les histoires de Moma, leur grand-mère maternelle. D'une voix basse et fêlée, elle racontait les djinns, ces démons qui hantent les lieux de silence et de nuit. Mohamed sentait monter l'épouvante de son frère. Il lui proposait alors de rentrer à la maison. Le premier arrivé est le roi du monde. Autant dire qu'Abdelkrim gagnait à tous les coups. Il craignait les morts, mais pas les vivants. Né pour gouverner? Possible, en dépit de l'histoire qui lui refusait le rôle de sa vie. Abdelkrim avait enfermé en lui l'enfant chétif et peureux. Il s'était élevé, bien davantage que des gens ordinaires. Mohamed restait dans l'ombre immense de son petit frère. Il grandissait à ses côtés, lui, l'aîné, le tuteur. Il ne les commandait pas, et pourtant, chacun de ses mots valait une vérité. Je reviens à la réalité, et intime à tous. On y va. Esprit, m'entendez-vous? Recommence Mou d'une voix radoucie. Pas comme celle-là, du coup. Esprit, m'entendez-vous? À peine 10 secondes de silence plus tard, le stylo remue. De stupeur, je lâche la main du domestique qui me donne l'ordre de la reprendre immédiatement. Abdelkrim s'agite. Je ne pensais pas qu'il était si facile de convoquer les esprits. Taisez-vous, rétorque Mou, laissant son maître ébahi. Esprit, que voulez-vous nous dire? Le stylo tourne et s'arrête sur la lettre P.
Oui, c'est bien, continuez. P, A, S, N, O, U. Pas nous, interprète Mou. Il y a une faute d'orthographe, remarquai-je. Oh, arrêtez de faire l'intéressante, bougonne Abdelkrim. Le stylo se remet à bouger frénétiquement. On ne peut pas les entendre? Ce serait plus simple, suggère Mamed. Évidemment non, sinon on ne leur demanderait pas d'écrire. 2h52 plus tard, nous connaissons mieux Victor et Rémi, très attachés au château. L'un en a conçu les plans et l'autre y a habité de son vivant. Ils ont choisi d'y rester après leur mort. À force d'errer dans les couloirs, ils sont devenus inséparables. Par contre, ils nient tout lien avec l'intrus et affirment n'avoir tué personne. Pas leur genre. Et le sang est terriblement salissant. Il m'exaspère. Bien, si ce n'est pas vous, continuons. Merci pour votre contribution. Au suivant. Là, les fantômes persistent. Leur vie est si ennuyeuse, surtout ici, cernés par la peste et le marais. Du coup, ils en retrouvent l'usage de la parole. Attendez, en y réfléchissant bien, peut-être avons-nous entendu parmi les nombreuses âmes errantes quelques bribes d'informations. Abdelkrim jette un regard meurtrier à Mou. Je croyais qu'il ne parlotait pas. C'est un miracle, s'extasie le domestique dans une parodie d'incrédulité. L'affolement me gagne. Ce château est décidément trop fréquenté. Comment éviter les débordements et gérer les événements? Il paraîtrait, poursuit l'un des fantômes, que quelqu'un cherche quelque chose quelque part. Merci pour l'information, Raï Abdelkrim. Ça va nous servir. Vous avez eu une idée brillante, Miss. Cliquez au vif, je tente. Dites-nous des choses utiles qui feront avancer notre enquête. Eh bien, je ne sais pas si... mais... les femmes ont-elles le droit d'exercer des métiers d'hommes? Ça me paraît invraisemblable. Mais les mœurs ont dû évoluer depuis ma mort. Je ne vais plus en ville, à vrai dire. Abdelkrim érupte. Assez! Ce n'est pas le moment de poser des questions aussi niaises. Les mots du fantôme me transportent, à tel point que j'esquisse une gigue. L'émancipation des femmes est en marche. Née de la réflexion d'un banal fantôme, elle chamboulera tout sur son passage. Ma gorge se noue. Frimousse donne un nouveau coup de sabot sur le sol, le museau tendu par-dessus le ventail de son box, les naseaux frémissants, les oreilles dressées. Bête, les animaux? La minute est historique, elle le sait. Oui, mais continue le revenant. Dites-nous vite ce que vous avez envie de dire, qu'on passe à autre chose, trépéine Lorifin. J'interroge. Depuis combien de temps réfléchissez-vous à l'évolution des femmes et qu'avez-vous prévu en ce sens? Car le sujet est complexe. Il exige une pensée fine et néanmoins objective, voyez-vous? Un coup d'œil à Abdelkrim me renseigne sur son état d'esprit. Il me croit folle. Le fantôme paraît déconcerté. L'évolution des femmes? N'importe quoi. Autant leur prédire le droit de vote. Si je vous ai posé cette question, c'est uniquement parce que le gendarme, à la grille, en est une. Merci Evelyne. Maintenant nous allons passer à notre quatrième arrêt. Nous allons aller plus au frais à l'intérieur du château. On va refaire le tour par l'entrée. Donc Mamed qui est évoqué dans le livre est en fait le frère d'Abdelkrim qui a lui aussi réellement existé. Mamed, c'était son frère, il était aussi en exil avec Abdelkrim à Château-Morange. Et Mou également, Mou c'était l'un des domestiques.
Donc là, nous allons nous rendre à l'intérieur du château, dans les pièces. Jusqu'à 200. Pardon, s'il vous plaît, pardon. Alors les chambres étaient distribuées donc de tout autour du patio par lequel on est passé. Alors c'était des chambres, bon, je ne sais pas exactement laquelle était celle d'Abdelkrim, on va imaginer que c'était celle-ci. Donc vous le voyez, hein, les pièces ont été refaites. Ici apparemment c'est une salle de danse. Voilà, donc moi j'ai imaginé que c'était la chambre d'Abdelkrim. Et Abdelkrim, je l'ai imaginé tourmenté par l'exil. Je l'ai imaginé vivre de longs moments de solitude dans cette chambre, à ressasser son passé. Nous allons donc lire un extrait de texte et c'est Az, de nouveau, qui va nous lire cet extrait. Décembre 1926, La Réunion. Dans ses rêves, la colline est beaucoup plus haute qu'en réalité. L'ombre des 18 000 soldats du contingent espagnol s'étire le long de la plaine. Les chevaux piaffent d'impatience. Les sabots raclent le sol. Les hommes gardent le doigt sur la détente des fusils. Les détonations résonneront dans la vallée. Dans ses rêves, il est toujours là-bas, dans la région du Temsaman. Abdelkrim s'agite, gémit, son poing martelant le mur à la tête du lit. Il est seul. Ses époules dorment dans une chambre voisine. Il en a décidé ainsi. Aucune femme pour le retenir dans l'extase depuis l'exil. Le Maroc hante ses ténèbres. Chaque nuit, les guerriers sont de retour à Temsaman. Inlassablement, ils s'alignent sur la colline et arment leurs fusils. Le geste traverse le temps. Clic, clic, détonation. Abdelkrim se réveille toujours au moment où, en contrebas, les 5000 belligérants du Rif se préparent à charger. Qui a gagné? Ce qui le retient en vie, c'est le souvenir de la bataille d'Anoual et le goût de la victoire jamais effacé. 14 000 Espagnols agonisant sur la terre froide de la zone de combat. Et la fuite des quelques survivants. Et le matériel abandonné sur place. Fusils, mitrailleuses, obus, cartouches par milliers, vivres et médicaments, et même des camions, et même 2 avions. La République du Rif est née. Vive la République, vive le roi. C'était hier. Aujourd'hui, Abdelkrim pleure, le visage enfoncé dans l'oreiller. Il a renvoyé ses femmes, mais les sanglots ont le champ libre. Où qu'il soit, au Maroc ou à La Réunion, les belligérants le poursuivent et le traquent sans relâche, jusque dans un lit, au drap trempé de larmes, dans les moindres recoins d'un château cerné de marécages. Acculé, sans défense, les fusils restés au pays. Abdelkrim voudrait arracher ses soldats de sa tête et les broyer à main nue. Je suis toujours le roi. Donnez-moi une armée, et je ressusciterai pendant que vous mourrez. Le sommeil l'enfonce. Les trains comme les sables mouvants qui obstruent parfois l'entrée du port de Melilla. La bourre dans sa bouche, ou peut-être le sang des innocents. Impossible de se débattre. Au secours, aidez-moi. L'amertume des jours disparus, comment les amarrer? Et le sommeil le coule de plus en plus profondément. Autour de lui, les marées bouillent. Au-dessus, le ciel faiblit et descend inexorablement au travers de sa poitrine. Les cauchemars ne lui accordent aucun répit. L'aube le surprend, endormi, à plat ventre, au travers de sa couche, la mâchoire et les poings serrés. Dans la lumière oblique du matin,
La poussière glisse sur le grand corps en sueur. Abdelkrim ressasse une guerre condamnée à ne jamais s'achever. Merci beaucoup. Alors une description de la bataille d'Anoual qui est véridique, 14 000 Espagnols, 5 000 Rifins bien déterminés à se battre pour leur pays, et ce sont les Rifins qui ce jour-là l'ont emporté. Donc on reste dans la chambre d'Abdelkrim, donc je l'ai imaginé tourmenté par cet exil et ressasser ses souvenirs. Alors des souvenirs que bien sûr dans mon roman j'ai inventé, puisque j'en ai fait aussi un personnage de roman. Dans l'extrait que l'on va vous lire, Abdelkrim est adolescent, et derrière l'adolescent, on devine quand même derrière le jeune homme la carrure de l'adulte qu'il deviendra par la suite. C'est donc Frédéric qui va lire. 11 mai 1896, Maroc. Il repose sur le ventre nu de la prostituée. Il n'a que 14 ans, mais aujourd'hui, il est devenu un homme. Elle allaite, encore, doucement. Sa robe bleue à terre à côté du petit lit bancal. Sa robe bleue, une oasis dans le désert, jetée sur le châle bigarré, et la sueur dans ses cheveux. L'adolescent, l'oreille sur le nombril de la mante, écoute les battements de ses flancs et les cris désormais éteints, mais qui résonnent toujours en dedans. Aujourd'hui, grâce à lui, une femme a joui. Abdelkrim se redresse, heureux. Mariem est une belle mauresque, assez corpulente, avec un excès de chair sur l'abdomen et les bras, les cuisses et les fesses. Son corps entier a tangué pendant l'amour, surtout ses seins melons, lourds d'un lait jamais tiré. Au moment de l'orgasme, le regard noyé sous ses sourcils épais et arrondis, un cri lui avait échappé. Elle affirme avoir 35 ans, mais il a remarqué les fils blancs dans la masse noire de sa chevelure. Le jeune homme tente de calmer la cavalcade de son cœur. La puberté lui donne des sensations nouvelles, électrise son corps et accélère sa pulsation sanguine. Une étrange attente s'est installée en lui, une nuit d'orage sous un déluge d'éclairs muets. Le tonnerre n'a pas encore grondé, mais il avance, inévitablement. Abdelkrim se sent tendu, à l'affût, excité, rempli à la fois d'impatience et de peur. Quand le tonnerre résonnera, la nuit explosera. Sur la gorge de Mariem, toujours allongée, 3 colliers de perles palpitent au rythme de sa respiration saccadée. Elle regarde le plafond avec un sourire rêveur. « Mon garçon, tu es doué pour ton âge. C'était vraiment la première fois ?» Abdelkrim s'agace. « Ne m'appelle pas mon garçon. » La femme rit doucement. « Tu es si jeune, tu as encore tellement de choses à apprendre et à accomplir. Tu verras, le destin réserve des surprises. Parfois, il te joue des tours. » Il la regarde sans un mot. Que sait-elle de son destin? Dans la région, on dit qu'elle possède le don de divination. Elle aurait annoncé le choléra au vieux Iyas, le marchand de nougats, avant que les premiers symptômes apparaissent. Iyas avait ri, découvrant ses chicots abîmés, prétextant une santé à toute épreuve. D'ailleurs, elle venait de le constater. Il était mort 1 mois plus tard. Abdelkrim nie l'avenir déjà tracé. La prédiction de Mariem ne valait rien. À l'aube de ce XXe siècle, des milliers de gens au Maroc succombaient à de multiples maux, surtout de cette maudite maladie qui vidait les entrailles en quelques heures. Et qu'importe, il ne redoute pas son destin, il en sera le maître, puisque maintenant il est un homme. Comme il est le maître de Mariem dans le petit lit bancal. Au paroxysme de l'extase, sa lucidité était restée intacte. Savourer la domination. Quelque part en lui dormait un territoire inviolé. Les cris de Mariem ont forcé la frontière qui l'empêchait de l'atteindre. S'il partait là-bas découvrir son propre inconnu, arriverait-il à en revenir? La femme en sueur s'offre à son regard,
les joues rosies et les paupières fermées. Il la convoite depuis longtemps, depuis ce jour où, rôdant dans sa rue malfamée, il l'avait vue soulever la lourde tenture à sa porte pour livrer passage à un homme. Quel délice promettait-elle? Il s'était juré un jour d'aller, lui aussi, chez la Mauresque, pour répondre à l'appel dans ses yeux, ne sciait jamais. Merci Frédéric. Nous allons aller au cinquième arrêt de notre balade, l'avant-dernier arrêt. Ensuite, nous irons dans le patio. Rénové par Château-Morange dans cette superbe salle de cinéma. Et donc, dans cette pièce, la plus grande, qui pour moi était le salon, j'imaginais le premier meurtre dans le roman, puisqu'il y a des meurtres, puisque c'est aussi un polar, avec une enquête à résoudre. Et puisque nous sommes dans l'univers d'Agatha Christie. Donc nous allons lire un extrait. Evelyne, plus précisément, va nous le lire. Mais avant de vous ouvrir la porte vers le royaume des morts, j'ai besoin d'une confirmation. Combien de tours de clé avez-vous donné pour arriver au volcan? 4 à gauche. Merci. Donc, vu que je l'avais tourné une fois à droite, c'est comme si alors, en fait... Excuse-moi Evelyne, je t'interromps, mais je crois que c'est pas le bon texte. Parce que le cuisinier est déjà mort à ce moment-là. Donc c'est le... Alors... Tu l'avais lu? Alors, ah oui, mais... Tu cours trop vite. Je cours trop vite, excusez-moi. Voilà, pour cette balade. Donc voilà, le meurtre de Mourad, et nous reviendrons après. Désolée. Donc c'est toujours du point de vue d'Agatha. Il faut une certaine audace pour tuer un individu en plein jour. Si le meurtrier a agi en pleine lumière, c'est qu'il n'a pas l'opportunité de venir à un autre moment. Donc, il habite ailleurs. Peut-être se trouve-t-il hors du château à ce moment précis. Je fais silence pour juger de mon effet. Une jubilation monte en moi. Elle emporte désarroi, absence, mélancolie, choc thermique. Vous vous contredisez, ose remarquer un Riffin. Vous avez dit que le meurtrier se trouvait encore à l'intérieur. Je fanfaronne. Absolument pas. Je plantais juste le décor en réfléchissant à haute voix. Les bons détectives le savent, c'est primordial pour mettre les idées en place. L'assemblée me jauge, comme si je venais d'apparaître lévitant dans la pièce, couronnée de lumière. Une femme, voilée, se serre tellement contre moi qu'on pourrait la prendre pour ma sœur siamoise. Elle semble éprouver l'envie irrésistible de me palper. D'un mouvement de hanche, j'essaie de l'en dissuader et rassemble mes pensées.
D'abord, nous savons que 2 individus ont approché la victime ce matin. Quelques personnes se tournent vers Ambroise. Toujours appuyé au mur, les bras croisés, il garde son air maussade. Ensuite, le meurtrier a assommé Mourad dans le salon avant de lui trancher la gorge. Une voix m'interpelle. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que l'on a assommé avant de le tuer? Mettrait-on en doute mes qualités d'investigatrice? Tout bêtement, parce que Mourad est de forte corpulence et que je ne l'imagine pas se laissant trucider sans réagir. Avez-vous remarqué qu'il n'y a aucune trace de lutte? Aucun objet n'est brisé et le sang ne macule pas la pièce? Ah oui, concède la foule, tandis que la veuve de Mourad étouffe un sanglot. Doigt toujours pointé vers le sol, je lance. Vous avez constaté ces empreintes de pas? Il a plu cette nuit. D'ailleurs, sapristi, quelle pluie! J'en ai jamais vu de semblable. Et la boue s'est collée sous les semelles. Je pivote vers Ambroise. Veuillez me donner vos chaussures. Abdelkrim sursaute. Vous croyez que... Je ne crois rien pour l'instant. Je suis innocent, gémit Ambroise en s'exécutant. La peur le rend bavard. Évidemment, ça me tombe dessus, c'est vrai. J'ai un passé de voleur, un passé de violence. Aujourd'hui, je suis un homme honnête. Pourquoi l'aurais-je tué? Il a toujours été gentil avec moi. À genoux, je compare les traces. Elles correspondent. Ambroise blêmit sous les regards accusateurs. J'intercepte une servante qui traverse la pièce, un cabri mort dans les bras. Stop! Mais, balbutie la servante, ce meurtre est horrible. Seulement, la journée avance et je dois cuire la viande avant qu'elle ne pourrisse. Quand je pense que c'est moi qui ai demandé au pauvre Mourad de m'apporter le couteau à désosser. Quelle ironie! Assassiné avec le couteau qui aurait pu lui servir à se défendre. Mais alors, si la victime a été poignardée avec sa propre lame, c'est que le crime n'était pas prémédité. À moins que l'agresseur n'ait préféré l'arme de Mourad à la sienne. Je m'empare du cabri et avec une force inhabituelle pour une chétive jeune femme comme moi, le soulève en hurlant. Ta ta ta! Que voulez-vous? C'en est trop. Certains, espérant échapper à mon hystérie, reculent discrètement vers la sortie. Abdelkrim fronce les sourcils, cherchant quelqu'un des yeux, sans doute, ce fichu interprète. Les bras tétanisés, je pose le cabri à terre en assénant. Ambroise, vous êtes innocent. Que racontez-vous, ce fâcheux Abdelkrim? Vous dites que les empreintes de chaussures correspondent. C'est une preuve. Je désigne l'animal. Regardez ceci, monsieur. Eh bien, c'est un cabri. Encore chaud. Il vient juste d'être livré. Je n'ai pas livré de cabri, proteste Ambroise. J'ai amené des volailles. Je demande à la servante effrayée. Qui vous a donné cette bête? Je l'ai trouvée dans la cuisine. Où sont mes volailles? Hurle le boucher. Sautant du cabri au coq, à l'âne, je tente de le calmer. Ambroise, quelqu'un vous a-t-il offert des chaussures récemment? Suspense, il faudra lire. Alors pour ceux qui connaissent bien l'œuvre d'Agatha Christie, c'est une mise en abîme créolisée d'une des scènes de l'un de ses romans. Cette histoire, cette scène de crime. Maintenant, nous allons aller dans notre dernière station, qui est le patio. Alors, vous entendez un peu de musique derrière, c'est Paul-Henri, qui nous jouera également un peu de musique pendant le buffet. Et donc, allons pour notre dernière station. C'est bien, ça commence là.
Alors nous voici dans notre dernière station, le Patio. Le Patio avec sa jolie fontaine. Donc bien sûr à l'époque il n'y avait pas de... Il y avait une fontaine, il n'y avait pas de jeunes filles allongées au milieu. Bon, aujourd'hui il y a des activités artistiques et culturelles qui se déroulent à Château-Morange, puisque maintenant de nos jours c'est une MJC. Voilà, donc dans ce patio qui a été restauré assez récemment, comme il était plus proche de ce qu'il était à l'époque, vous voyez tout le travail, le lambrequin, tout ça. Il n'y a que la fontaine qui n'a pas été réactivée parce que c'était trop compliqué. Voilà, mais le sol, voilà, c'est tout conforme quasiment à ce que c'était en 1926. Dans mon roman, c'est dans ce patio qu'Agatha Christie et Abdelkrim résolvent l'enquête tous les deux, puisqu'ils font un travail d'équipe. Alors bien sûr, je ne vais pas vous spoiler qui est le meurtrier, donc on ne va pas vous lire la scène où ils résolvent l'enquête. Nous allons plutôt lire un extrait où Agatha Christie donc, rouvre la porte des mondes. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, cette fameuse clé qu'on a trouvée sous le plancher de la chambre et qui lui sert à passer entre les mondes, donc à Château-Morange, à La Réunion. Et cet extrait va nous être lu par Frédéric. Oui, donc je vais relire le début de tout à l'heure. Du point de vue d'Agatha. Mais avant de vous ouvrir la porte vers le royaume des morts, j'ai besoin d'une confirmation. Combien de tours de clé avez-vous donné pour arriver au volcan? 4 à gauche. Merci. Donc vu que je l'avais tourné une fois à droite, c'est comme si en fait, vous ne l'aviez tourné que 3 fois à gauche. La sorcière me regarde d'un air ébaudi. Si vous le dites. Maintenant, je veux aussi votre parole que vous ne nuirez plus à personne. Sinon, j'avale la clé. Pour le coup, c'est Kala qui s'étrangle. Bien entendu, j'espère fortement qu'elle pliera et que j'éviterai ainsi une situation délicate. Je renverse la tête, clé suspendue au-dessus de ma bouche béante. Alors, je surprends des larmes dans les yeux d'Abdelkrim. L'émotion me gagne. Ce rustre craindrait pour ma vie? Puis je comprends qu'il ravale un rire. Vil individu. Le silence nous enveloppe. Un silence de mort, étant donné les circonstances. On entend à peine un moustique-tigre voler. Je le jure, grogne Kala. Vous jurez quoi? De ne nuire à personne. C'est bon maintenant. Vous avez fini votre petite comédie? D'abord, écartez-vous, dis-je aux enfants ravis du spectacle. Il faut de la place. Un tour à gauche, si je m'en tiens à nos conclusions. Clic, clac, clic, clac, clique la clé. La porte apparaît, s'ouvrant dans un grincement de gond. Une bourrasque tiède soulève nos cheveux. Des dizaines de voix diffuses envahissent la pièce. Je jubile. Qui se dévoue pour vérifier si c'est bien le royaume des morts? La tentation de m'élancer la première me tenaille. Papa, maman, m'attendez-vous de l'autre côté? Vous me manquez cruellement. Mais Kala me devance. L'Okézen, crie-t-elle en me poussant. Qui est l'Okézen? Votre ami ne s'appelle-t-il pas Elindor? La sorcière m'ignore. Campée devant la porte, elle invective les voix. Taisez-vous donc, ne parlez pas tous en même temps. Au-delà du vent qui forcit, une voix familière essaye de percer. Nati, murmurai-je malgré moi, inexplicablement bouleversée. N'avancez pas plus, intime Abdelkrim à Kala. Il faut d'abord s'assurer que l'on est à l'endroit désiré. Question de bon sens. Merci Frédéric. Alors je vois qu'il y a un micro, je vais en profiter. Pour la conclusion. Ouais.
Mais je vais éviter ces gens-là en fait. Alors bien sûr, si vous voulez savoir qui est Lokésen et même Nati, il faudra lire le livre qui sera donc disponible là. Pour conclure sur l'histoire vraie d'Abdelkrim, il est resté 4 ans à Château-Morange, puis il a occupé une maison dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis. Il a également habité dans une maison à Trois-Bassins. Alors on m'a dit maintenant que c'était le maire actuel de Trois-Bassins qui habitait dans cette maison, je ne sais pas si c'est le cas. Il avait également une maison d'acclimatation à Elbourg. Il est resté un peu plus de 20 ans à La Réunion. Et puis il a eu l'autorisation de se rendre à Marseille, d'aller à Marseille. Sauf que Abdelkrim et ses proches, dont le cercueil de sa mère, donc ils ont embarqué dans un bateau. Et en fait, ils se sont fait la malle pendant l'escale à Port Saïd, certainement avec une aide forte, si on peut dire, parce qu'ils étaient quand même beaucoup, et je n'imagine pas qu'Abdelkrim se soit enfui sans le cercueil de sa mère. Alors, certains disent que c'est le roi d'Égypte, le roi Farouk, qui les a aidés dans leur fuite. Effectivement, c'était un allié d'Abdelkrim. Abdelkrim n'a jamais pu rejoindre le Rif. Il a fini sa vie en Égypte et donc il n'est jamais rentré sur sa terre natale. Mais aujourd'hui, le combat des Rifins pour leur reconnaissance en tant que Rifins se poursuit. Voilà, c'est la fin de cette balade littéraire. Merci à tous pour votre présence. Merci particulièrement quand même à Frédéric, Evelyne et puis Az pour la lecture des textes. Merci aussi à Paul-Henri qui va nous faire un peu de musique pendant le buffet. Et puis je vous convie justement à ce buffet. Et puis merci aussi bien sûr à Farid pour avoir filmé pour Merci à tous ceux qui sont de Rifusion, et bien sûr, merci à tous qui nous regardaient par-delà la mer et de très loin et qui avaient participé à cette balade avec nous à La Réunion. Merci beaucoup.